Alors, je disais un peu, faut bien partir faut bien un point de départ pour nous permettre de contextualiser un peu les choses. On peut dire aujourd'hui qu'on n'est pas dans une crise succédant une autre, mais dans la crise. Alors, est-ce qu'on est dans une crise depuis 1973, depuis 2002, depuis 2007 ? Donc, la première question à mes invités aujourd'hui, c'est comment peut-on donc mesurer une crise quand on est dans une crise permanente, tout simplement ? Est-ce que Étienne Chouard voulait commencer par répondre à cette question. Comment peut-on mesurer une crise quand on est dans une crise permanente ? Je vais pas parler longtemps là, juste pour dire peut-être que une crise ce serait accidentel, et moi j'ai l'impression que c'est pas du tout accidentel, que tout se passe comme prévu plutôt, que c'est une crise pour c'est une catastrophe pour la plupart des individus du corps social, mais que il y a des gens qui s'enrichissent énormément à l'occasion de cette crise. Et ce serait bien qu'on arrive à faire le lien avec la politique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que quand on regarde le travail des résistants, on a identifié les causes de la catastrophe économique. On a tous des idées sur ce qu'il faudrait faire et ça converge souvent. Mais en fait, ce sont les acteurs politiques qui ne servent pas l'intérêt général, mais qui servent l'intérêt des banques. Enfin, aujourd'hui, ça se voit, quoi, que les acteurs politiques servent principalement les intérêts des banques. C'est ça notre problème, je pense. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que notre problème est politique. La façon dont nous attribuons les pouvoirs politiques rend les acteurs politiques dépendants de ceux parmi nous qui sont les plus riches, ce qui est contraire à l'intérêt général. Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'on est plus dans une crise finalement politique qu'économique ? Voilà. Est-ce que c'est... Oui, absolument. Vous êtes d'accord avec Samir Etzaki ? Alors, moi qui viens du monde de l'économie, j'ai tendance à observer de près les évolutions économiques et sur les marchés financiers, et je me rends compte qu'on n'avait pas réalisé à quel point les économies occidentales s'étaient financiarisées ces 20 dernières années. C'était un phénomène énorme et pourtant invisible à la plupart d'entre nous, puisque si on n'est pas dans le monde de la finance et des banques, on ne peut pas tout simplement réaliser l'essor de la bourse et de l'investissement financier et de son impact sur l'économie réelle. Donc c'est de là que vient la crise. On a tout d'un coup ressenti que l'Europe était en crise, n'est-ce pas ? Fin 2009, la crise a éclaté de manière violente parce qu'on a vécu une déstabilisation des marchés de la dette souveraine européenne. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Les investisseurs, les gens qui pouvaient avoir un impact sur la dette souveraine de pays petits comme la Grèce, ont tout d'un coup décidé de sonner l'alarme sur la situation budgétaire de ces pays. Ont décidé que c'était un peu la fin de la complaisance. Il se trouve que parmi ces investisseurs, certains ont des intérêts financiers très étroits et à la fois extrêmement puissants et peuvent s'enrichir en démolissant le marché de la dette souveraine européenne. Parce que l'Europe prêtait le flanc à cette attaque possible de la part du monde de la spéculation, qui est devenu aujourd'hui un monde absolument démesuré par rapport à l'économie réelle. Si vous prenez le monde financier virtuel, vous arrivez à 10 fois l'économie mondiale. Donc, comme on ne le voit pas et que dans notre vie de tous les jours, on n'est pas confronté à ce monde de la finance, et à quel point il peut vraiment placarder les gouvernements, les pays, leurs dettes, on n'a pas vraiment vu venir cette crise. Maintenant, il y a une raison valable d'attaquer les dettes souveraines européennes, qui est le fait que les budgets étaient effectivement mal tenus, que les dettes étaient trop élevées par rapport au PIB de ces pays. Mais il y a aussi une raison beaucoup plus étroite et dangereuse, qui est les intérêts visant à faire s'effondrer le marché économique de l'Europe. On va beaucoup parler ensuite, on va débattre aussi avec François Asselineau, dans quelle mesure il y avait des intérêts financiers très puissants qui ont vraiment visé à faire s'effondrer la dette européenne et à partir de là, entraîner la déstabilisation de toute l'Europe. Ça me permet de rebondir sur une phrase de l'écrivain Philippe Sollers, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qui m'a assez interpellée. Il dit « Personne n'a envie de savoir réellement comment fonctionne l'argent ». Est-ce que vous partagez cette analyse, Jacques Nikonov ? Non, c'est absurde. Tout le monde cherche, sauf peut-être Philippe Sollers, à savoir comment fonctionne l'argent.
Mais avant de poursuivre, je voudrais d'abord remercier François Asselineau pour son aimable invitation et lui confirmer que le NPEP lui rend la politesse en l'invitant dans le même genre de réunion le 3 novembre à Aix-en-Provence pour poursuivre le débat. Alors, sur la crise, les manifestations de la crise sont assez faciles à identifier. Jamais, par exemple, dans l'Union européenne, dans la zone euro plus particulièrement, le chômage n'avait été aussi élevé. 50% et plus des jeunes en Grèce, en Espagne, pour ne prendre que cet exemple. Ce seul constat condamne l'euro. Il nous avait été présenté comme la solution miracle à tous les problèmes. En fait, il aggrave tous les problèmes. Donc les manifestations de la crise sont assez faciles à identifier. Il en va autrement pour les causes de la crise. Mais il faut bien réfléchir aux causes de la crise si l'on veut régler la crise, la résoudre. Comment résoudre un problème dont on ne connaît pas les causes? C'est compliqué. Alors quelles sont les causes de la crise? Selon moi, c'est la crise fondamentalement des politiques néolibérales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et la crise, elle prend naissance après 1968. Pourquoi? Pour une raison très simple. En 1968, il y a la convergence de trois phénomènes. D'abord des luttes syndicales très puissantes dans tous les pays occidentaux, aux États-Unis, au Japon, dans les pays européens. Lutte syndicale pour l'amélioration du sort des travailleurs. Et ces luttes syndicales obtiennent des résultats tangibles en termes de droits syndicaux, en termes de conditions de travail, en termes salariales, en termes de durée du travail. La conséquence, c'est une baisse des profits, évidemment. Ce qui va au monde du travail vient en moins sur les profits. Baisse des profits, baisse de la productivité. Et puis un climat social néfaste pour les classes dirigeantes. Agitation dans les entreprises, perte de contrôle dans certaines entreprises. Et une politisation de la population importante. On parle d'autogestion, on parle de changer la vie. Et donc, il y a une réaction des classes dirigeantes qui se fait un peu dans le désordre au début, après 1968, autour de la tricontinentale, des forces venant du Japon, des États-Unis et d'Europe, avec pour objectif de reprendre la main. Les classes dirigeantes ont perdu la main. Il faut donc rediscipliner le salariat occidental. Rediscipliner le salariat occidental essentiellement par la réorganisation du travail à l'échelle planétaire, les délocalisations. Et on va donc assister plus une guerre idéologique massive dans les médias. Les forces, les classes dirigeantes vont mettre les médias à leur service pour mener cette guerre contre les peuples, et notamment le monde du travail occidental. Sur quoi va reposer essentiellement vont reposer les politiques néolibérales? Sur, je l'ai dit, la réorganisation du travail, c'est-à-dire sur la diminution du salaire et du pouvoir d'achat injecté dans la société. Le résultat, c'est quoi? C'est que lorsque l'on baisse les salaires directement ou indirectement par le chômage, les produits et services fabriqués dans la société ne trouvent plus preneur. Et les entreprises n'ont plus de marché puisque les consommateurs n'ont plus le pouvoir d'achat pour acheter ce qui est produit. Alors comment vont faire les classes dirigeantes pour résoudre cette contradiction? Elles vont faire trois choses. D'abord, elles vont encourager le libre-échange. Puisqu'on ne peut plus vendre nos produits chez nous, on va essayer de les vendre ailleurs. Mais vous voyez bien l'absurdité de cette politique, parce qu'une politique de libre-échange est possible si un ou deux pays la mènent.
Mais lorsque tous les pays mènent la même politique de libre-échange, qui va acheter les produits? On ne va pas exporter sur la Lune. Il faut bien que certains pays achètent les produits. Donc, contradiction. Et on arrive aujourd'hui au bout de cette politique de libre-échange. C'est pour ça qu'il faut des mesures protectionnistes. La deuxième politique menée, la deuxième façon de résoudre le problème de la contradiction, a été d'inventer des mécanismes financiers, des produits financiers spéculatifs, visant à créer du profit en dehors de la sphère réelle de la production. Puisque on ne peut plus vendre, il n'y a plus d'acheteurs, et donc on ne peut plus faire de profit, pas assez, on va inventer des mécanismes spéculatifs pour tirer du profit en dehors de la sphère productive. On voit aujourd'hui les limites, encore une fois, de cette politique dans laquelle nous sommes encastrés. Et puis la troisième façon de résoudre la crise, ça a été d'organiser l'endettement des États et des ménages, et des entreprises d'ailleurs. Une organisation consciente et planifiée de l'endettement. Pourquoi? Parce que quand vous endettez les ménages, aux États-Unis, avec les subprimes par exemple, le système des subprimes, vous injectez de manière artificielle du pouvoir d'achat dans la société pour relancer la machine. Mais on sait très bien qu'au bout d'un moment, il y a là aussi contradiction. Ça marche quand le marché monte. Mais le marché, au bout d'un moment, il ne monte plus. Il ne peut pas monter jusqu'au ciel. Il s'arrête et il redescend. Et il y a crise. Donc, voilà mon explication. Je termine là. Les étapes principales de cette crise permanente dans laquelle nous sommes depuis les lendemains de 68, c'est 71, la fin des accords de Bretton Woods, qui casse le système de stabilité d'échange. Il n'y avait pas de crise financière avant 71, quand il y avait les parités fixes. C'est 1973, la première crise du pétrole. C'est 79, la révolution monétaire, avec la victoire des monétaristes qui changent les politiques monétaires à la Fed, la nomination de M. Volcker, où les politiques keynésiennes sont abandonnées pour mettre en œuvre des politiques monétaires libérales. C'est 89, la chute du mur, c'est 2007, la crise des subprimes, aggravée par la crise de l'euro. Bon, voilà, moi, la lecture que je fais de la crise, et la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut parvenir, pour la résoudre, à un rassemblement politique, parce que là, c'est un accord politique qui est nécessaire pour résoudre les problèmes, un accord politique inédit qui porte sur l'essentiel, l'indépendance nationale, parce qu'on ne peut pas résoudre la crise dans le cadre des institutions multilatérales, qu'il s'agisse du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne. Il faut en sortir. Et donc, faire converger les forces pour assurer l'indépendance nationale, sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne. François Asselineau, est-ce que vous partagez l'analyse que vient de nous Jacques Nikonov sur les causes je partage déjà les conclusions. Donc. Est-ce que vous partagez les causes déjà pour commencer? Oui, je suis d'accord avec. Je vais faire preuve d'œcuménisme aujourd'hui. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire que la crise, elle est financière, mais je crois que c'est d'abord elle n'est pas que financière et économique. Je me rappelle quand j'étais enfant, un jour mon père disait, qui était né en 1927, disait, mais finalement que depuis que lui-même était enfant, il avait toujours entendu qu'on était en crise. Donc le fait que les gens se plaignent, c'est quand même un grand classique en France. Et le peuple gaulois n'est pas le dernier à critiquer et à se plaindre. Mais néanmoins, tout le monde a bien le sentiment que nous sommes maintenant dans une crise d'un autre genre, puisque c'est une crise qui n'est pas seulement économique, financière et monétaire, mais c'est une crise tous azimuts. C'est aussi une crise morale. C'est aussi une crise sur les gens ne voient plus quel est l'avenir. Les gens ne comprennent plus même quelle est l'identité de leur propre pays. Les gens ne comprennent même plus quel est le sens même de la vie.
les gens sont dans un système complètement perdu, et donc je crois qu'il se serait limité le propos que de se concentrer uniquement sur la question économique et sociale, même si évidemment elle est capitale. Je voudrais rappeler que le mot crise vient du grec crisis, qui veut dire jugement. Donc une crise, c'est le jugement. Pas le jugement dernier, mais ça permet une crise, c'est ce qui permet étymologiquement de juger les politiques qui ont été conduites. Et donc, si nous sommes maintenant dans une crise tous azimuts, dont les orateurs avant moi, et en particulier Jacques Nikonoff, a rappelé l'immense gravité, j'en parlerai dans ma conférence de ce soir, en rappelant des chiffres absolument ahurissants, y compris en France, où le nombre de pauvres a augmenté de 440 000 entre 2009 et 2010, selon les toutes dernières statistiques de l'INSEE. Il y a maintenant 8 700 000 pauvres en France, c'est-à-dire qui ont moins de 50% du revenu médian. Et l'indice de Gini, qui est un indice qui mesure les écarts types entre les plus riches et les plus pauvres, ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire qu'il y a des gens de plus en plus riches et d'autres qui sont de plus en plus pauvres. Eh bien, tout ceci, c'est le résultat de politiques qui ont été conduites, et qui ont été conduites, comme l'a rappelé d'ailleurs Jacques Nikonoff, à partir notamment des années 90. Je me permets d'insister sur un élément géopolitique qui me paraît capital, sans mauvais jeu de mots, c'est quand même l'effondrement du camp socialiste. C'est-à-dire que ce qui s'est produit, si l'on voulait résumer, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que le capitalisme avait mené à une situation de plus en plus intolérable au milieu du XIXe siècle, avec notamment le manifeste du Parti communiste de Marx vers 1848, et puis ensuite la montée en puissance des syndicats, des mouvements révolutionnaires, et la théorie marxiste qui pensait que le capitalisme finirait par mener à sa propre perte par la multiplication de ses contradictions. Mais ce qui s'est produit, qui n'avait pas été, je crois, prévu par Marx, ça a été la victoire du Parti communiste, enfin la révolution bolchevique, et ça a été l'après-Seconde Guerre mondiale, où le camp soviétique, le camp socialiste, a tellement pesé, a tellement fait peur, en fait, au camp capitaliste, que celui-ci avait été obligé de s'assagir. Et donc ça a été le développement des politiques keynésiennes, le développement d'un État très redistributif pour corriger les inégalités, l'apparition d'une gigantesque classe moyenne dans les pays d'Europe occidentale et en Amérique du Nord, de telle sorte que cet indice de Gini dont je parlais avec Science à l'instant s'est réduit, c'est-à-dire que de plus en plus il y avait une tendance à l'écrasement des différences sociales, ce qui a été en fait l'apparition des 30 Glorieuses. Or, ceci n'avait pas du tout été prévu par Marx, ce qui a fait qu'on a pensé que la théorie marxiste en fait était désuète. L'Union soviétique s'étant désintégrée en 1989-91, ce n'est pas un hasard si cette désintégration a justement permis, comme le décrivait d'ailleurs Jacques Nikonoff, a justement permis à tous les tenants des politiques ultralibérales de redresser la tête, de passer par pertes et profits les politiques keynésiennes qui avaient été menées en gros depuis les années 50, et de signer les accords de Marrakech. Enfin, il y a eu le déblocage de ce qu'on appelait le cycle de l'Uruguay, qui a eu lieu dans les années 92-93, donc juste après l'effondrement de la menace soviétique, et puis la signature des accords de Marrakech, créant non seulement l'Organisation mondiale du commerce, mais surtout la déréglementation généralisée des échanges de capitaux, de marchandises et de services. Et ça a permis quoi ? Ça a permis en fait aux gens qui ont de l'argent, plutôt que de faire fabriquer des objets en France ou en Allemagne ou aux États-Unis ou au Canada ou en Italie, de les faire fabriquer en Chine, parce que le hasard de l'histoire a voulu qu'au même moment la Chine se débarrasse de l'idéologie maoïste, et donc de faire ces transferts comment dirais-je, ces délocalisations. Or, tout ceci a été absolument permis et autorisé par ce principe, par cette idéologie qui nous est inculquée depuis 1950 avec la déclaration Schuman et depuis 1957 avec le traité de Rome, qui est une idéologie qui postule l'idée de péremption de l'idée nationale. Et donc, c'est la Commission européenne qui a topé, qui a contracté, si j'ose dire, en la personne du commissaire européen de l'époque qui s'appelait Sir Léon Brittan, avec M. Michael Cantor, qui était le US Trade Representative. C'est eux deux qui ont débloqué ce système. C'est la Commission européenne qui favorise les délocalisations
C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 32 dont je parle dans mes conférences, je reparlerai encore ce soir. Donc les gens qui aujourd'hui vous disent il faut avoir une Europe qui protège, il faut un protectionnisme européen, se moquent du monde, puisque c'est justement l'Europe qui a permis le démantèlement de ces échanges et de ces protections. Voilà ce que je dirais en préambule. Merci. Reza qui veut se tirer rebondir. Je pense que c'est très intéressant de revenir aux 40 dernières années pour tenter de trouver les origines de la crise des 3 dernières années. L'histoire est toujours enrichissante et peut apporter quelques indices par rapport à ce qui se passe actuellement. Cela dit, je pense qu'on amalgame trop de choses en remontant à 68 et en remettant en cause la globalisation, le libre-échange, etc., pour expliquer aujourd'hui la situation actuelle. Oui, la globalisation, le libre-échange ont contribué à créer des inégalités à l'intérieur même de la société européenne, y compris de la France. Mais mon objection est due au fait qu'il y a 2 aspects. Il y a la globalisation, un phénomène qui, de toute façon, n'est pas du tout uniquement lié à la Commission européenne ou à l'Union européenne, mais à des décisions d'entreprises, de multinationales à l'intérieur des pays, y compris de la France, de délocaliser et de poursuivre la logique de globalisation. Donc, le niveau national et le niveau européen, en ce qui concerne les délocalisations et la poursuite de l'internationalisation des activités des multinationales, n'est pas lié à la construction européenne en soi. Chaque pays a, dans les décisions de ses propres multinationales, en est venu à adopter cette politique de délocalisation dans un environnement généralement inspiré par effectivement le néolibéralisme et le libre-échangisme. Maintenant, la crise que l'on voit depuis 3 ans, qui affecte particulièrement l'euro, moi je la ramène principalement à un choc qui a été créé par tout d'un coup une accumulation de niveaux d'endettement phénoménaux et sans précédent dans l'histoire, principalement aux États-Unis. Les États-Unis ont décidé d'entreprendre, après 2001, quelques guerres au Moyen-Orient, notamment en Afghanistan et en Irak. Ces guerres leur ont coûté 7 000, 8 000 milliards de dollars, suivant les estimations actuelles. Cet endettement a été si phénoménal qu'il a bouleversé le destin de quasiment tous les pays occidentaux. Parce que cet endettement a doublé le niveau de dette qu'avait le gouvernement américain. À partir de là, on était dans des niveaux qui obligeaient les États-Unis à employer une politique beaucoup plus agressive qu'auparavant. À l'entrée de 2001, 2002, 2003, à la fin du XXe siècle, on s'est retrouvé dans une situation où les États-Unis avaient besoin de financement pour leurs dettes, qu'ils ne trouvaient plus au niveau national. Ils avaient besoin de trouver un financement beaucoup plus important de la part des investisseurs étrangers parce qu'ils approchaient la faillite. Il y avait là un risque très important par rapport à l'hégémonie au pays, à la superpuissance qui avait jusque-là dominé la planète. Et ça a conditionné toutes les crises qui s'en sont suivies. D'abord, ça a mené vers effectivement une politique de banque centrale qui a favorisé la croissance à crédit dans ce pays. Ça a favorisé la création de bulles immobilières, de bulles sur les bourses, les marchés de dérivés, les matières premières, et tout ça a été d'abord extrêmement dommageable pour les pays du tiers-monde, et ensuite, progressivement, c'est venu aussi en Europe. Donc, le besoin de financement qu'ont les États-Unis aujourd'hui crée des tensions très importantes sur les monnaies, sur les marchés de la dette souveraine, et donc, en fait, une guerre, absolument une guerre économique au sein même de l'Occident. On est dans une situation où plusieurs pays d'Occident, États-Unis, Japon, Angleterre, ont besoin de trouver des fonds, et où les fonds sont rares. Donc, il faut attirer les fonds à soi, il faut montrer qu'on est encore une superpuissance économique. Et on se retrouve dans une situation où les différents blocs, États-Unis, Europe, sont en rivalité pour montrer qu'ils ont la meilleure situation économique possible, quitte même à modifier quelque peu leurs chiffres, à enjoliver leur situation pour pouvoir attirer des bailleurs de fonds.
Et cette situation, pour moi, est vraiment la genèse de la crise qui a éclaté fin 2009 et dans des proportions effectivement différentes de ce qu'on avait connu. C'est vrai que dans les années précédentes, on a pu parler de crise, mais c'était sans commune mesure avec ce qui se passe actuellement, où c'est une vraie bataille entre gouvernements et entre banques centrales pour pouvoir faire prévaloir sa propre zone économique et monétaire. Face à ce constat, moi, je n'ai pas de solution rapide de dire, voilà, il faut sortir de l'OTAN, de l'Union européenne, du FMI, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut d'abord prendre conscience qui est à l'origine aujourd'hui de ces tensions. Pour moi, c'est clairement ce sont les États-Unis, mais c'est l'objet du débat qui va suivre. Mais il faut que je insiste sur ce point très important, qui est la ligne explicative pour moi de ce qui se passe actuellement en Europe. Les États-Unis sont déstabilisés, ils ont donc besoin de déstabiliser d'autres régions rivales qui pourraient détourner d'eux des ressources, des fonds, des investissements, et qui entraînerait en fait une crise très grave, beaucoup plus grave que celle qu'on voit actuellement, qui serait la crise de la dette souveraine américaine. Mais comment, Mireille Zaki, dans un tel constat, vous êtes partisante de l'entrée de la Suisse dans l'euro? Alors, tout d'abord, la Suisse, effectivement, n'entrera pas de son propre gré dans l'euro, ni dans l'Union européenne, ni même dans l'espace économique européen, même si elle commence à en rediscuter actuellement. Le fait est que pour un petit pays comme la Suisse, exister auprès d'un bloc puissant comme l'Europe, la zone euro, l'Union européenne, a montré que quoi que l'on fasse pour imposer sa souveraineté, son état de droit, ses lois nationales, le référendum populaire en Suisse, on finit quand même par devoir adhérer à beaucoup, l'essentiel en réalité, l'essentiel des directives communautaires. Donc la Suisse, bien qu'ayant tout fait pour défendre son droit et sa souveraineté, se retrouve aujourd'hui avec 98% des normes européennes. On est à 98% euro-compatible aujourd'hui, quoi qu'on le veuille, à travers les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Et donc, ce qui nous arrive à nous, les Suisses, c'est que nous avons dû, malgré nous, parce qu'il n'y avait pas d'autre voie en dehors des bilatérales. Dès le moment où vous n'adhérez pas à l'Union européenne, vous êtes obligé quand même de négocier avec vos principaux partenaires commerciaux, ce qui a donné lieu au bilatéral. Tous ces accords bilatéraux ont obligé la Suisse, n'est-ce pas, à adopter l'essentiel des normes européennes, tout en étant exclu du processus décisionnel. Ce dont les Français se plaignent aujourd'hui du manque de souveraineté et de démocratie dans les décisions prises en Europe, eh bien la Suisse, en étant en dehors de l'Europe, subit la même chose tout en n'étant pas membre du club. Elle se retrouve à devoir adopter les normes du marché commun. Donc je pense que ce n'est pas une question de volonté de la Suisse d'adhérer à l'Europe, c'est plutôt un entraînement dû aux pressions. Quand un bloc puissant existe et qu'il est à côté de vous et que c'est vos principaux marchés d'exportation, comme l'est l'Allemagne pour la Suisse, que pouvez-vous faire en dehors de faire des compromis et des accords économiques avec vos principaux partenaires? Donc moi j'amène là une touche de réalisme, de réel politique. La réalité, c'est qu'il faut prendre l'exemple suisse et s'en inspirer pour comprendre qu'un pays indépendant qui vit aux côtés de l'Union européenne ne peut pas faire grand-chose qu'à un moment donné devoir adapter son propre droit, ses propres lois, de rendre sa souveraineté malheureusement un peu flexible pour accommoder son voisin puissant. Vous pensez qu'elle aura plus à y gagner qu'à perdre, Mireille Zaki? Alors aujourd'hui, restons un petit peu sur l'exemple de la Suisse. La Suisse a toujours estimé avoir beaucoup plus à gagner en restant en dehors de l'Union européenne qu'en y rentrant, ce qui était tout à fait vrai. Nous avions des taux d'intérêt très bas, une monnaie forte, un ratio d'endettement très bas, de moins de 60% par rapport au PIB, et nous avions notre secret bancaire qui offrait pour la Suisse un avantage comparatif permettant aux évadés fiscaux, n'est-ce pas, de l'Europe de venir tranquillement se réfugier en Suisse. Mais que s'est-il passé? Au moment où effectivement l'Europe s'est retrouvée en crise et a éprouvé une urgence de récupérer des recettes fiscales qui lui échappaient, elle a utilisé toutes sortes d'autres
d'autres procédés que les procédés de droit international ou les procédés qui relèveraient de la démocratie ou de la diplomatie ou d'accords, de traités bien compris entre nations. Elle a exercé des pressions très importantes, elle a fait subir des menaces à la Suisse. Chacun des pays, d'ailleurs, pays membres étant lui-même puissants, l'Allemagne et la France notamment, ont exercé des pressions sur la Suisse qui l'ont obligé à abdiquer son secret bancaire, secret bancaire qu'on estime représentait le 5e du PIB de la Suisse, 20% du PIB. Et donc, nous avons ici un cas concret qui montre qu'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui a défendu sa souveraineté jusqu'au bout, lorsqu'il est sous pression de la part d'un ensemble économique puissant, peut se retrouver en situation de renoncer à 100 milliards de francs suisses, ou à peu près un peu moins de 90 milliards d'euros, pour le 20e de son PIB, pour contenter un voisin puissant. Voilà le coût réel, le coût final de notre isolement, de notre politique d'isolement, de notre Alleingang, comme on le dit, ou du Sonderfall suisse vis-à-vis de l'Union européenne. Donc on peut le chiffrer aujourd'hui. Ce qui mène beaucoup de Suisses aujourd'hui à réviser leur point de vue, parce que quand on entre dans les politiques de force, eh bien, toutes les notions de souveraineté que M. Asselineau aime bien défendre, et qu'il a raison par rapport à la France, elles tombent très vite dès qu'on est face à un partenaire ou un adversaire plus puissant. Et là, on retombe dans la réelle politique et dans les rapports de force. Les normes, les prises DIN ou les choses comme ça c'est une chose. Mais l'Union européenne est un processus qui phagocyte les unes après les autres toutes les politiques. Et par exemple, la France, parce qu'elle a désobéi au traité, n'est pas actuellement en Irak, mais normalement, sous l'empire du traité de Maastricht, notamment du deuxième pilier, normalement, nous aurions dû envoyer des soldats en Irak par solidarité européenne et euro-atlantiste, et nous serions donc lancés dans une guerre absolument scandaleuse et illégale au regard du droit international, ce que la Suisse n'est pas du tout astreinte à faire. Donc il faut parler de l'Union européenne pas seulement sur les questions de normes économiques. Là, je suis d'accord. D'ailleurs, vous nous faites en fait, je sens venir le petit procès habituel qui consiste à dire « Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne, donc vous voulez devenir la Corée du Nord. » Bon. Eh bien non, nous ne serons pas la Corée du Nord lorsque nous serons sortis de l'Union européenne. De la même façon, c'est exactement, je le dis souvent, c'est comme si vous habitez dans un immeuble où il y a 27 copropriétaires et puis quelqu'un dit vous allez tous vous transformer en communauté hippie, vous allez enlever toutes les fenêtres, toutes les portes et tout le monde va vivre les uns chez les autres. Et si vous disiez non, moi je préfère rester chez moi, et que quelqu'un lui dise ah mais comment ça, vous voulez donc rentrer au Carmel? Non, c'est pas parce qu'on veut avoir sa propre souveraineté, être chez soi, que l'on s'enferme et que l'on se ferme du monde. On peut d'ailleurs avoir, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans la table géopolitique, on peut d'ailleurs avoir des liens. Je m'étonne d'ailleurs, Madame Zaki, compte tenu de vos origines, que vous ne le souligniez pas. On peut d'ailleurs avoir des liens, comme c'est le cas des Français, avec les pays du monde arabe, avec les pays d'Afrique, qui sont de très loin beaucoup plus importants pour la France que les liens avec la Slovaquie ou l'Estonie. Donc c'est une construction totalement artificielle, et c'est justement le fait d'être dans ce périmètre artificiel de pensée typiquement anglo-saxonne, puisqu'il s'agit en fait d'un apartheid qui ne dit pas son nom, qui laisse entendre que nous avons des liens, une affinité forcément supérieure avec les pays baltes ou avec les Américains de Californie, plutôt qu'avec les Tunisiens qui parlent tous le français. Il y a un petit problème derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière cet aspect-là? Ça, vous ne voulez pas en parler. On va parler après de l'Euroland, de la politique de défense commune de l'Euroland. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce sera une suite. Il nous reste un petit quart d'heure. Vous aviez émis tout à l'heure le souhait de donner la parole au public. Est-ce qu'on peut faire passer 2-3 questions avant que vous vous en alliez? Parce que 2-3 questions. Oui. Oui. Je vais en parler à Myriam Zaki. Là. Oui. Elle a parlé comme quoi qu'il fallait que la Suisse rentre dans l'Europe, que si elle était rentrée dans l'Europe, 20% de je sais pas combien de milliards. Les 20%, 100 milliards sur 600 milliards de PIB. Milliards, ils seraient restés. Oui. Alors qu'en réalité, les anglo-saxons
Oui. On fait en sorte que les paradis fiscaux anglo-saxons, ça profite à... Ils ont pénalisé les paradis fiscaux non anglo-saxons. Exactement. Pour que l'argent des paradis fiscaux non anglo-saxons aille dans les paradis fiscaux anglo-saxons. Ça a été fait exprès. Donc, tout à fait. Ça aurait été dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Oui, non, alors, une question, pas une analyse. Alors, une question. Non, mais monsieur là, me dit que j'ai tort de dire que le secret bancaire aurait pu être préservé au sein de l'Union européenne, ce qui est vrai. Il a tout à fait raison. Les anglo-saxons ont aboli les secrets bancaires des pays européens et ont gardé leur propre secret bancaire parfaitement opaque pour préserver leur place financière aujourd'hui. Monsieur a parfaitement raison. Maintenant, si la Suisse avait fait partie de l'Union européenne, elle aurait aujourd'hui le statut un peu comme le Luxembourg. Le Luxembourg est resté une place financière qui a des prérogatives que la Suisse n'a pas. Je peux rentrer dans les détails techniques, mais au niveau des avoirs non déclarés au fisc, il y a encore des avoirs non déclarés qui se cachent au Luxembourg, et notamment en Belgique, alors que la Suisse n'a plus le droit de pratiquer les mêmes... Elle est obligée vraiment d'être extrêmement transparente parce qu'elle est en dehors de l'Union européenne. Il y a donc quand même une politique... Il y a aussi Monaco, qui est mieux préservé que la Suisse. Donc, faire partie de l'Union européenne aurait permis aux banques suisses d'accéder au marché financier, des services financiers européens, ce que les banques suisses n'ont pas aujourd'hui. Donc, on est pénalisé. On n'a pas été pénalisé pendant une quarantaine d'années, mais aujourd'hui, l'Europe a décidé qu'elle allait nous pénaliser et on a payé le prix fort. Merci Mirazaki. Jacques Nikonov, avant de repartir, souhaitez vous dire un petit mot? Oui, moi je suis obligé de partir. J'ai des engagements familiaux, mais j'ai tenu à faire cette visite éclair. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir pu participer à cette rencontre, à l'invitation de François Asselineau, que je remercie. Et je pense que nous aurons d'autres occasions pour poursuivre le débat. Je regrette infiniment de ne pas pouvoir rester, mais je dois rentrer. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Non, on prend pas la parole comme ça. Hein. Vous avez déjà eu le droit à une question. On passe le tour. Non, il n'y a pas juste un truc par rapport à... Oui, madame. Monsieur Nikonov. Ah. C'est pas moi qui ai dévié le sujet. Vous avez pris l'exemple du front de gauche en disant les militants sont pour la sortie de l'euro et pas l'appareil. Donc c'est avec les militants que vous discutez et pas avec l'appareil. Alors j'aimerais comprendre pourquoi vous et M. Asselineau, vous prétendez accéder au pouvoir, donc être un appareil, d'accord? Et dans cette perspective, comment est-ce que vous avez l'intention de devenir écouteur du peuple et de lui donner la parole et le pouvoir de décision? Ça, on traitera cette question-là dans la table ronde démocratie. Oui. Mais il a son train à prendre, il pourra... Merci. Il a un train à prendre, hein, donc il ne peut pas vous répondre. Il faut des questions uniquement sur la table ronde économie pour l'instant. Hein, la table ronde, ça sera ensuite. Il vous répondra dans la table ronde démocratie, madame. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, la Suisse a été obligée, va être obligée d'appliquer dans l'Europe parce qu'elle a laissé le secret bancaire filer. On a vu en 2007 les États-Unis ont tapé du poing sur la table pour enlever le secret bancaire. Ce qui s'est passé, c'est que en fait c'est l'UBS, c'est l'Union des banques. Oui. Est-ce que la Suisse est l'UBS? Alors effectivement. Là, vous me dites exactement le truc de dire les racketteurs sont trop forts, donc on va rentrer avec les racketteurs. On est tout à fait d'accord, mais n'importe quel pays, la Suisse avait comme vulnérabilité l'UBS, sa plus grande banque, qui avait un pouvoir énorme dans sa place financière, qui avait 250 000 entreprises clientes et qu'ils ont estimé qu'elle ne pouvait pas faire faillite. Donc toute la Suisse a perdu à cause de l'affaire effectivement de l'UBS, qui a été utilisée opportunément par Washington et ensuite par Bruxelles pour dégommer, si vous voulez, le secret bancaire suisse. Donc c'était le point de vulnérabilité de l'économie suisse pour dire qu'une place financière qui prospère en dehors des grands blocs, eh bien, il suffit qu'il s'attaque à sa principale multinationale et voilà à quoi ça peut mener. Ça peut mener à une refonte totale du droit helvétique en matière de secret bancaire aujourd'hui. Ce qui est en train d'arriver, c'est le pays aujourd'hui où vous pouvez le moins
du monde, ouvrir un compte non déclaré en Suisse. Voilà le changement, la transformation énorme qui s'est produite en 3 ans sur la décision principalement de l'Union européenne. Le cas de la Suisse a l'air d'intéresser, mais c'est pas encore. On va pas se focaliser juste sur la Suisse. Si vous avez une question pour Étienne Chouard, par exemple, pour Étienne Chouard, pas de Suisse. On est bien d'accord. Et sur l'économie. Pour Étienne Chouard, plutôt. Justement, j'ai lu un livre dont Étienne Chouard a écrit la préface, La dette physique et la sphère mentale. Et donc, voilà. C'est une question qui aurait pu être adressée à n'importe quel intervenant. Mais selon vous, quel est le rôle de la privatisation de la création monétaire sur la crise actuelle? Énorme. Enfin, Bien sûr. à mon avis, il est central, puisque je peux faire court, mais à mon avis, la privatisation de la création monétaire, ou autrement dit, l'abandon par les acteurs politiques de la création monétaire à des acteurs privés, fait perdre aux États leur souveraineté, finalement, parce que la souveraineté politique procède de la souveraineté monétaire et pas l'inverse. Et en abandonnant la création monétaire à des acteurs privés, les représentants politiques ont lâché l'essentiel. Tout le reste suit. Et donc je pense que si on cherche la cause des causes, moi je remonte plus loin encore, puisque je reviens à la conscience des gens du fait qu'ils doivent écrire eux-mêmes leur constitution. Les citoyens ne pourront gérer leurs affaires de façon indépendante que quand ils écriront eux-mêmes la Constitution. Mais sans aller jusque-là, on peut déjà au moins effectivement repérer dans les causes centrales de la crise, la crise entre guillemets, l'immense puissance économique qu'a donnée l'appropriation de la création monétaire à certains acteurs, et qui leur a permis de prendre le pouvoir politique et d'accroître encore, par un cercle vicieux, enfin vertueux pour eux et vicieux pour nous, leur puissance politique, économique. Donc c'est très lié. À mon avis, c'est très lié. Je ne sais pas ce qu'en pense François. Mais... Oui, sur ces questions de dette et de création monétaire, je crois qu'il faut insister sur 2-3 choses. C'est que lorsque les États-Unis ont rompu les accords de Bretton Woods de 1971, d'abord ils l'ont fait parce qu'ils ont attendu que De Gaulle dégage de la scène, puisqu'en fait ils avaient créé de la monnaie de façon qui ne peut... Normalement, vous savez que le dollar était librement convertible en or. C'était l'étalon de change-or qui avait été fixé par les accords de Bretton Woods de 1944. Et à partir du milieu des années 60, déjà, ils avaient émis plus de dollars et ils n'avaient dans caisse or, ce que De Gaulle avait souligné dans sa conférence de presse du 4 février 1965. Et s'ils l'ont fait, c'est d'ailleurs pour un motif qui est exactement comparable à celui que Mme Zaki rappelait tout à l'heure au sujet des guerres en Afghanistan, c'était dans les années 60... les dépenses extraordinaires qu'ont commencé à occasionner notamment la guerre du Vietnam. Alors, les États-Unis ont brisé les accords de Bretton Woods, mais ils avaient un argument qui reste valable, qui n'est pas sans valeur, c'est qu'il est difficile à concevoir que l'on puisse faire dépendre la création monétaire d'un matériau physique, et notamment de sa production, de sa découverte. Donc il y a toute une théorie monétaire et financière sur le sujet, c'est que c'est un peu absurde que les besoins monétaires doivent être en réalité déconnectés de cet agrégat physique, et donc il y a eu la volonté de transformer l'or dans ce que Keynes appelait une relique barbare, c'est-à-dire le traiter comme une matière première comme les autres. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a, comme dit l'autre, quand on a franchi les bornes, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que ça avait effectivement des inconvénients, mais la suppression a aussi des inconvénients qui sont colossaux. Puisque s'il n'y a plus de limite à la production monétaire, on peut en créer jusqu'à ad infinitum. C'est donc la raison qui a été techniquement mise en avant dans les années 72 et 73 pour que, en France, ça a été cette fameuse loi de 1973, mais tous les États, les uns après les autres, ont fait pareil, puis ça a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht, qui a été de, retirer aux États le pouvoir de création monétaire pour qu'ils se financent sur les marchés avec des taux d'intérêt, de telle sorte que l'on pensait que ceci assagirait les États et les forcerait justement à ne pas s'endetter, à ne pas faire de déficit. Ce qui, comme l'a rappelé Étienne, n'a pas été le cas,
puisque, comme il le rappelait tout à l'heure, depuis maintenant 1974, on vote constamment des budgets en déficit. Alors la réalité, c'est que la situation... Et l'inflation a décuplé. Voilà. Alors ça veut dire que l'inflation... Ça veut dire que le sujet est assez complexe. D'ailleurs, s'il était simple, il serait facile de trouver une solution. Il est d'autant plus complexe qu'un système monétaire international, par définition, nécessite l'accord de tous les principaux États du monde, à commencer par les États-Unis d'Amérique, qui sont le premier à bénéficier de la situation actuelle et du privilège dollar, puisque en fait ils peuvent s'endetter sans pleurs et racheter par appartement le monde entier, jusqu'à ce qu'ils aient maintenant des dettes extraordinaires, détenues notamment par les Chinois ou par les Japonais, ou par beaucoup de peuples du monde, de cette monnaie qui ne vaut plus rien. Donc tout le monde, on est dans une situation qui... je n'ai pas pour l'instant trouvé dans la théorie qui que ce soit, y compris des prix Nobel, qui sache exactement comment en sortir, puisque à la fois tout le monde sait bien que le système est au bord d'une explosion générale, puisque le dollar potentiellement ne vaut plus rien, mais qu'on ne sait pas non plus pas très bien comment on pourrait le remplacer. Voilà, en tout cas, mon apport à ce débat. Ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux dans la conjoncture actuelle avoir un petit peu d'or avec soi. Tout à fait. Parce que l'or, même si l'or n'est plus intégré dans un système monétaire légal, il n'en demeure pas moins que, comme le disait De Gaulle le 4 février 1965, on n'a jamais trouvé mieux comme étalon de transfert de richesse entre les nations depuis le Big Bang, puisque l'or a des qualités intrinsèques de rareté, de beauté, d'inaltérabilité, de concentration dans un faible volume d'un très fort poids, et par ailleurs est admis dans toutes les civilisations du monde, quelles que soient les religions, les civilisations, les continents, etc., comme le symbole même de la richesse. C'est pour ça que l'or s'impose. Et surtout, si vous avez de l'or, gardez-le. Ne faites pas. Moi, je vois fleurir dans toutes les villes de France des magasins qui veulent vous racheter votre or. S'il y a une floraison de magasins qui veulent vous racheter votre or, c'est qu'à Anguille sous roche. Ce débat est malheureusement terminé. Je vois qu'il y a encore d'autres questions, mais... D'accord. Éric Marie, je vous laisse la parole. Faire une annonce. Merci à vous tous d'avoir écouté. Puis on vous donne rendez-vous pour le prochain débat entre les réalisateurs.